Fou, vous êtes donc président de la Sorbonne Développement Durable. Qu'est-ce que fait la Sorbonne en matière de développement durable? Oui, en effet, je préside Sorbonne Développement Durable depuis maintenant la COP21. Sorbonne Développement Durable, c'est un consortium de plus d'une centaine de chercheurs qui sont en sciences sociales, juridiques et économiques. Et ces chercheurs, liés à la question du développement durable en s'adossant sur des clusters qui sont liés plutôt aux SDGs des United Nations, est un consortium qui essaye d'allier formation et recherche. Nous avons 42 000 étudiants à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également évidemment en connexion avec les autres universités, d'autres grandes universités françaises et mondiales. Et il est important pour nous de fédérer l'énergie que suscite cette articulation entre formation et recherche, et également entre la dynamique pensée-créée. Je dirais que cette dynamique entre la pensée et la création sont aujourd'hui fondamentales parce que aujourd'hui même, nous sommes dans une articulation entre ce que nous pourrions faire en tant qu'acteurs et actionnaires de ce monde, hein, qui finalement est en train soit d'aller vers sa perte, soit en train de justement relever les défis du XXIe siècle. Et donc, je pense que la jeunesse, la fédération des forces de jeunesse, qui sont celles de la pensée évidemment, mais la coordination entre pensée et action est fondamentale. Donc nous sommes là pour ça. Sorbonne Développement Durable existe pour ça aujourd'hui. Nous articulons les choses évidemment avec des grandes universités comme celle de Columbia University ou évidemment d'autres universités comme UNA Université, UNA Alliance, que nous venons de créer, qui fédère 8 universités en Europe, hein, Édimbourg. Sur le sujet du développement durable. Absolument, et je suis en train de co-ouvrir également actuellement, mais vous ne le voyez pas, à Nogent-sur-Marne avec une quarantaine de doctorants, et bien 3 journées qui sont dédiées à la question du réchauffement climatique, avec une quarantaine de doctorants qui viennent de toute l'Europe pour parler de ces questions-là. Nous activons aujourd'hui certaines solutions qui n'étaient pas possibles auparavant. Par exemple, l'association de différentes disciplines autour d'une question. Moi-même, je dirige plusieurs doctorats, je suis professeur en art, alors ça va vous paraître assez fou, mais oui, aujourd'hui, même les professeurs en art arrivent à fédérer toutes les sciences humaines, sociales et juridiques, parce que finalement, avec l'expérience qu'on peut avoir, eh bien, nous sommes en mesure de fédérer ceux qui ne se réconciliaient pas depuis longtemps, ou ceux qui ne se parlaient pas, et parce que aussi, ça devient une nécessité. Et donc, ils ressentent ce désir de se fédérer. Donc, nous avons mis en place des doctorats qui sont doubles ou triples. Donc par exemple, moi-même j'ai des doctorants qui font art et management, ou d'autres qui font droit et gestion, enfin oui, une association comme ça qui finalement va accélérer les possibilités. D'accord, mais justement je voulais rebondir là-dessus parce que vous parliez de créer un pont entre la pensée et le développement durable, je le résume. Ce qui est intéressant, c'est que Sorbonne Développement Durable est présidé par un artiste et non un chercheur. Qu'est-ce qu'un artiste peut amener sur cette chaire? Qu'est-ce que les artistes, au fond, ont à dire sur le développement durable et, je dirais, sur notre sujet, la précarité énergétique? Qu'est-ce qu'ils ont à dire de singulier? Je dois préciser que je suis un artiste un peu singulier parce que j'ai vécu 2 vies. Oui, vous êtes connu comme artiste. Absolument. Mais j'ai aussi un doctorat et une HDR, ce qui m'a permis d'aboutir à la création d'une équipe de recherche, de travailler avec le CNRS, d'être membre de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, et puis également, évidemment, de vivre une vie d'artiste à grande échelle. Alors les artistes, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Alors, pas forcément sur le développement durable, c'est assez large et encore mais sur notre sujet, la précarité énergétique, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire et nous amener de singulier? Alors surtout, il faut considérer que l'art aujourd'hui ne doit absolument pas être décoratif. Vous avez bien vu l'impulsion que nous donne la musique aujourd'hui. Elle ne nous donne pas une impulsion d'ouverture décorative. C'est une impulsion, c'est une dynamique qui nous transporte. Et donc l'idée d'un schéma conducteur est pour moi fondamentale, parce qu'elle nous ouvre à la notion de monde possible. Et qu'est-ce que sont les mondes possibles? Ce sont ceux que nous allons nous-mêmes envisager. Et donc la précarité énergétique fait partie de ces conditions de possibilité. Et donc aujourd'hui nous travaillons dans le cadre artistique avec les autres artistes, en convergence avec les scientifiques, avec les économistes, avec ceux qui accélèrent également leurs capacités pour relever les défis. Donc aujourd'hui je pense que le champ de l'art
n'est plus présent uniquement dans ce que certains peuvent connaître à travers le milieu de l'art, le monde de l'art contemporain, uniquement qui finalement est un marché, mais nous sommes également présents dans la société civile, en tant qu'acteurs, et non pas en tant que faiseurs de, je dirais, décorateurs ou faiseurs de sensibilité. Nous apportons évidemment du sensible, mais nous apportons une vision. Et cette vision, nous l'avons avec nous parce que les artistes anticipent, et vous le voyez bien à travers l'exposition de Léonard de Vinci actuellement, il était précurseur. Eh bien, aujourd'hui, il faut considérer que les artistes peuvent apporter une capacité à ces combats qui sont très importants, fondamentaux, que nous devons gagner à travers une anticipation créatrice. Donc cette articulation pensée, créée, est pour moi fondamentale, et elle accompagnera un changement d'échelle vers un 100% d'énergie pour tous. Merci Yann. On aimerait pouvoir parler avec vous plus longtemps. On est tenu par le timing. Moi j'ai oublié de dire que moi aussi je suis accompagné par une artiste au piano qui voilà, fera quelques petites notes comme ça quand on sera en fin d'intervention pour qu'on respecte bien les timings. Merci Yann. Qui s'appelle Vanessa. Philippe Pelletier, vous êtes avocat, vous avez été un acteur important du Grenelle, vous êtes président du plan bâtiment durable. Qu'est-ce que c'est le plan bâtiment durable? C'est une très belle idée qui continue à irriguer l'action vers des bâtiments durables. Il y a 10 grandes années, Borloo a imaginé qu'il fallait que l'État suscite une animation de la société pour qu'elle soit sous tension, efficace autour du sujet bâtiment durable. Et donc il m'a chargé de ça, avec une toute petite équipe. Maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont en réseau avec nous, qui produisent pas mal de créativité sur ces sujets. Et par exemple, pour coller au sujet d'aujourd'hui, dès que j'ai été en mission en 2009, on a travaillé sur la précarité énergétique en considérant que c'était le sujet premier qu'il nous fallait traiter, que l'idée d'imaginer un programme bâtiment durable pour les gens friqués n'avait pas de sens, et qu'il fallait s'attaquer aux durs, c'est-à-dire les gens qui ont froid chez eux, qui conjuguent toute une série de précarités, et on a inventé, à partir de cette société qui regroupait des gens différents, on a inventé ce qui est devenu le programme Habiter mieux, porté par l'Agence nationale de l'habitat, qui est le vecteur principal aujourd'hui pour conduire la lutte contre la précarité énergétique. Alors, cette filière, comment est-ce qu'on pourrait la faire collaborer mieux, on va dire, pour favoriser notre combat? Alors, on va commencer par dire d'abord qu'il y a du mieux en ce moment, avant de chercher le mieux que on va porter. Quel est le mieux constaté déjà? Il y a du mieux de manière tout à fait significative. Vous avez donc compris que je suis au boulot depuis 3 présidents de la République. Emmanuel Macron a changé de braquet en fixant un objectif qui n'était pas le précédent et en se donnant les moyens pour l'approcher, qui est en 10 ans, on sort 1,5 million de ménages très modestes de la précarité énergétique. 150 000 par an. On est, si on groupe les actions sur le parc privé, les actions sur le parc social, on approche les 100 000. On n'est pas à 150 000, on approche les 100 000. Bon. Ça veut dire qu'on a changé de dimension. Mais clairement, c'est insuffisant et l'appel qui va être lancé dans quelques instants, même s'il est très ambitieux, même si je pense qu'il ne se déploiera pas tout de suite dans notre pays, il est nécessaire. Il faut s'attaquer très sérieusement à ces situations de précarité. Alors pour ça... Alors comment on change d'échelle? Comment est-ce qu'on passe des 150 000 au million qui est notre objectif? Voilà, les choses sont, me semble-t-il, assez simples. Ça tient pas tant
à notre capacité de financer, parce que je pense que on arrive à la mobiliser par différents secteurs, différents vecteurs, et peut-être qu'on peut espérer que le pacte européen pour le climat va doper cette action. Moi, j'espère que la dimension sociale et sanitaire de notre sujet va flécher des financements. Le sujet aujourd'hui, c'est une offre de services, une offre de rénovation des entreprises qui permettent cette massification. Quand plein de gens disent il faut massifier, je leur dis vous êtes sympa, mais en face, il n'y a pas partout une offre d'une qualité telle qu'on puisse espérer une massification heureuse. C'est un problème de qualité, Voilà. c'est un problème de coordination. C'est un problème de réussir à ce que le tissu des entreprises, qui en France est un tissu artisanal, et il faut évidemment le préserver, c'est lui qui assure la vie sur nos territoires, il arrive à se développer des actions groupées, il Peut-être arrive c'est à lui aussi qui est monter, la à proximité avec continuer les à élus. monter en gamme, et puis il faut peut-être engager dans cette action de grands acteurs qui pour le moment ne s'intéressent qu'à la construction, les mettre sur le sujet de la rénovation, qui est notre sujet, qui est le grand sujet du XXIe siècle pour moi. Les grands La acteurs, construction, c'est qui, par c'était exemple celui du XXe Qui siècle. pensez-vous comme grand acteur? Ben, les trois gros. Ouais. Les trois gros. Et si les parlementaires arrivent à stabiliser des règles sur 3 ans, ce qui ne s'est jamais produit hein, dans ce domaine depuis le Grenelle, mais si on arrive à stabiliser les règles, les dispositifs d'accompagnement, les Bouygues, Eiffage, Vinci me disent nous sommes capables de faire circuler en France des camionnettes avec des gars qui font les 3 gestes qui sortent de la précarité énergétique, les gens qui sont dans les pavillons. Donc Il n'y a pas besoin d'une imagination débordante. Voilà. Mettre en réseau le tissu artisanal, mobiliser les 3 grands acteurs. Est-ce qu'il y a un 4e axe important? Et toujours, un accompagnement politique national et une main donnée au territoire pour conduire l'action. Merci à tous les deux.